Donc normalement, si vous voulez avoir accès, il est dans le lien du cours d'hier, hein, pour avoir accès à ce document. Alors, nous avions commencé à étudier le cas de Madame Moret. Je vais juste faire un petit rappel sur ce cas. Et on va voir ensuite comment on avait abordé les deux premières choses. Alors, donc, Madame Moret, je vous rappelle, hein, c'est quelqu'un qui veut ouvrir un nouveau magasin. Ce magasin, il a vocation à vendre des produits qu'elle-même achète. D'accord. A priori, elle part sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 3 200 euros par semaine et que le centre sera ouvert 48 semaines par an, que les charges variables, c'est principalement le coût d'achat des produits, donc qu'il faudra déterminer, évidemment. On sait aussi qu'elle va appliquer un coefficient multiplicateur, donc coefficient qui permet de passer du prix d'achat au prix de vente, donc finalement des charges variables au chiffre d'affaires, en multipliant ces charges variables par 2,5 et on obtiendrait le chiffre d'affaires. D'accord. Coefficient multiplicateur, je vais remis la petite formule ici, c'est je prends mon prix d'achat, j'applique le coefficient. Donc ici on a un 2,5, donc ça veut dire qu'elle multiplie par 2,5 pour trouver le prix de vente. Donc si on prenait un exemple, quelque chose qu'elle achète elle-même 100 euros, elle va le revendre 250 euros, 100 fois 2,5, tout simplement. Ce coefficient, elle l'applique parce que c'est une norme métier, parce que sans doute, ça veut dire quoi chalandise? Je vais vous répondre après, Anna. Tout simplement parce que voilà, c'est à peu près ce qui se fait dans le métier. Elle est tout à fait libre, hein, elle n'est pas liée par ce coefficient. Elle pourrait très bien appliquer un coefficient de 2 comme un coefficient de 4. Ça n'est pas du tout, c'est juste un indicateur qui peut lui être donné par la chambre de commerce ou par des personnes qui font à peu près le même type d'activité. Je finis juste le sujet pour qu'on se le remette en tête et ensuite je réponds à votre question, Anne. Les charges fixes, donc les charges qui seront obligatoirement payées toute l'année. D'accord. Quel que soit son niveau d'activité, qu'elle fasse 1 euro de chiffre d'affaires, 10 000 euros de chiffre d'affaires, elle aura toujours les mêmes charges. Et ces charges fixes sont évaluées à 80 000 euros par an. On sait que le panier moyen prévisionnel est de 40 euros TTC et que le taux de TVA applicable est de 5,5. On verra ce que veut dire le panier moyen par la suite. À partir de là, on nous demandait de remplir le compte de résultat différentiel qui était déjà donné dans sa structure dans l'annexe, de justifier les calculs, de calculer le seuil de rentabilité et de préciser le nombre de passages en caisse par semaine auquel il correspond, commenter les résultats obtenus. Voilà ce qui était demandé. Donc, pour revenir sur la question d'année, ce qu'est la zone de chalandise, c'était la première question, mais comme je l'avais dit hier, la zone de chalandise, ça fait partie du programme de deuxième année qui est sur la partie marketing. Et juste pour vous dire ce qu'est la zone de chalandise, c'est une zone dans laquelle se trouvent mes clients potentiels. C'est-à-dire que généralement, on va dire, voilà, par exemple, moi, je suis à Lille, si j'ouvre un magasin à Lille, mes clients potentiellement vont se trouver à une dizaine de kilomètres de Lille. Donc, je prends une carte, je calcule 10 km, je fais un cercle autour de Lille de 10 km, et tous les clients qui se trouvent dans ce cercle, ici, dans cette zone concentrique, sont des clients potentiels. Donc, je vais regarder toutes les villes, je vais regarder le nombre d'habitants, et je vais me dire, voilà, je risque d'avoir X milliers, X millions de clients potentiels. C'est ça ma zone d'achat, c'est la zone où mes clients pourraient éventuellement se trouver. Je sais que, par exemple, les gens ne feront pas, en fonction bien sûr de mon activité, ne feront pas 20 km pour venir me voir. Ils iront voir quelqu'un d'autre qui se trouve plus près de chez eux. Vous, quand vous allez faire vos courses, vous n'allez pas à 30 km. Vous allez dans une zone qui va de 0 à 10 km maximum, voire moins. Donc c'est ça la zone de chalandise. C'est la zone dans laquelle se trouvent mes clients, une zone géographique. Voilà. Alors, pour calculer notre seuil de rentabilité, je vous rappelle qu'on a besoin de remplir ce compte de résultat différentiel. On l'avait déjà travaillé, il me semble, sur un premier cas. Et on était en train de le remplir sur le deuxième cas en justifiant bien sûr nos calculs. Donc on avait déjà trouvé que le chiffre d'affaires, il fallait simplement faire
le chiffre d'affaires par semaine fois le nombre de semaines ouvertes, c'est-à-dire 3200 fois 48, ce qui nous donnait un chiffre d'affaires de 153 600. Ensuite, on nous demandait de calculer le charge variable et on s'est appuyé sur la formule que l'on avait précédemment avec le coefficient pour dire que ce que je vendais, 153 000, il suffisait de le diviser par 2,5 et je savais combien je l'ai payé. Ou bien, ce que j'ai payé multiplié par 2,5, ça nous donne bien 153 000. C'est le chemin inverse. Mais ici, comme j'avais deux données sur les trois de l'équation, sur les trois de cette équation-là, prix d'achat fois coefficient est égal à prix de vente, j'avais le prix de vente, j'avais le coefficient, mais je ne connaissais pas le prix d'achat. J'ai simplement fait le prix de vente divisé par 2,5 est égal au prix d'achat. On peut se dire, ici en petite remarque, que si prix d'achat fois coef est égal à prix de vente, alors prix de vente divisé par coef est égal prix d'achat. J'ai simplement transformé mon équation. Ce qui me permet ici d'avoir on peut faire ça pour ma petite explication. Voilà. Ensuite, on me demande de calculer la marge sur coût variable. Je vous rappelle que la marge sur coût variable, je vais le renoter, la marge sur coût variable, elle est égale à chiffre d'affaires moins coût variable. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Hein. Égal à la marge sur coût variable. Donc ça veut dire ici, clairement, que si je prends mon chiffre d'affaires 153 600 moins 61 440, ça me donne, merci Maxime, 92 160. Je vous fais confiance, hein, je ne recalcule pas à côté. Les coûts fixes sont donnés dans le sujet. On sait que les coûts fixes sont de 80 000 euros. Si on peut mettre en petite remarque, hein, mais voilà, données dans le sujet. Données. Le résultat, qui peut me donner la petite formule qui permet de savoir quel est le bénéfice que j'ai fait? Bon, puisque le résultat ici, il peut être soit si positif, ok, les deux réponses sont bonnes, si positif égale bénéfice,
Et si le résultat est si négatif, égale perte. Donc les deux réponses étaient bonnes. Hein. On avait deux solutions pour calculer le résultat. C'est, je prends CA moins CV moins CF, c'est-à-dire coût variable et coût fixe, hein, ou la marge sur coût variable moins coût fixe. C'est la même chose. On arrive aux deux, puisque la marge c'est CA moins CV. Finalement, c'est exactement la même chose. Donc, dans mon calcul, je prends la première solution, hein, 153 600 moins 61 440 moins 80 000. On devrait arriver à 12 160. Donc déjà, la première remarque que je peux faire ici, c'est que je suis au-delà de mon seuil de rentabilité. Pourquoi? Parce que je fais du bénéfice. Donc je rappelle que le seuil de rentabilité, c'est le moment, c'est le chiffre d'affaires qui me dit, voilà, avec ce chiffre d'affaires, je n'ai pas perdu d'argent, je n'ai pas gagné d'argent. C'est le chiffre d'affaires qui nous permet d'obtenir cet équilibre. Vous pourriez très bien avoir la question, si le chiffre d'affaires correspond au seuil de rentabilité, quel sera le résultat de l'entreprise? Expliquez pourquoi. Si le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité, le résultat de l'entreprise, je vous pose la question, dites-moi, quel est le résultat? Quel est le montant du résultat de l'entreprise? Super, Anaïs. Super. Très bien, Vincent, vous avez tout compris. Zéro. À ce moment-là, je n'aurais rien fait. Je n'aurais pas fait de bénéfice. Donc, ce seuil de rentabilité, c'est justement ce qu'il faut atteindre pour commencer à faire du bénéfice. Par contre, et ça, on peut se noter, il faut le retenir, cette notion-là, parce que je vois très bien, hein, dans un type de sujet comme ça, si moi j'étais rédacteur, je vous fais faire l'exercice, blablabla. Et puis en question, je vous dis, voilà, si Madame Mouret ou Mouret, là, je ne sais plus son nom, si le chiffre d'affaires de Madame Mouret était égal au seuil de rentabilité que vous venez de calculer, quel serait son bénéfice? Il y a des gens qui vont faire tout le calcul, il y a des gens qui ont compris. Vous avez tout compris, Anne. Voilà. Et j'espère que vous allez faire partie des gens qui ont compris et qui vont tout de suite avoir la réponse et qui ne vont pas refaire le calcul. Donc ici, si le chiffre d'affaires réalisé est égal au seuil de rentabilité, alors le résultat de l'entreprise, donc le bénéfice, hein, ou la perte, mais ici on peut dire que c'est un résultat parce que est égal à 0. Pourquoi? Parce que le seuil de rentabilité, c'est le moment où je commence à faire du bénéfice. Donc, quand je suis juste à mon seuil de rentabilité, je ne fais pas de bénéfice. C'est égal à 0. Maintenant, prenons les deux autres hypothèses. On va les mettre plutôt dans cet ordre-là. Si le chiffre d'affaires est inférieur au seuil de rentabilité, donc normalement, imaginons que mon seuil de rentabilité soit à, je ne sais pas moi, 60 000 euros. Si je fais que 50 000 euros de chiffre d'affaires, alors je suis sûr de faire des pertes. Si le chiffre d'affaires réalisé est inférieur au seuil de rentabilité, alors le résultat sera une perte. Je vais perdre de l'argent. Bien sûr, vous pouvez dire à coup sûr que si le seuil de rentabilité est supérieur
si le chiffre d'affaires réalisé est supérieur au seuil de rentabilité, alors le résultat sera un bénéfice. Voilà, et ça, pourquoi? Parce que le seuil de rentabilité, c'est le point à atteindre pour commencer à faire du bénéfice. Alors, le seuil de rentabilité, c'est le point, c'est le montant, c'est le chiffre à atteindre, c'est le niveau d'activité à atteindre pour pouvoir commencer à faire du bénéfice. Au-delà, je fais du bénéfice. Si je n'ai pas atteint ce seuil de rentabilité, je vais faire des pertes. Ici, ne vous amusez pas par excès de confiance à vous dire, bah voilà, si le seuil de rentabilité est à 50 000 et que j'ai fait 40 000, j'ai fait 10 000 de pertes. Non. Non. C'est votre résultat, il est faux. Dans ces cas-là, il faut refaire le calcul pour donner le montant exact. Recalculer les charges variables, recalculer les charges fixes, recalculer les résultats. La déduction, elle n'est pas aussi facile. On peut dire que ça sera une perte si le chiffre d'affaires réalisé est inférieur au seuil de rentabilité, mais ne vous amusez pas. Si on vous demande de le chiffrer, bah, faites vos calculs, mais ne pensez pas que si vous faites 50 000 et que le seuil de rentabilité est 60 000, vous aurez fait 10 000 de pertes. C'est faux. Non, vous aurez fait moins de 10 000 de pertes. Seul le calcul peut vous le dire. Alors, maintenant, allons-y. Comment on calcule ce seuil de rentabilité? Pour calculer le seuil de rentabilité, il est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge. Dans notre cas présent, les charges fixes, on les connaît. Elles sont de 80 000, elles sont données par le sujet. Pas de souci. Par contre, le taux de marge, on ne le connaît pas. Et le compte de résultat différentiel, je pense que c'était fait exprès dans le sujet, il n'est pas dedans, le taux de marge. D'accord. Donc, on va revenir sur le taux de marge. Exactement, Maxime. Le taux de marge. C'est la marge sur coût variable qu'on a calculé tout à l'heure. Divisé par le chiffre d'affaires. Soit pour mon cas présent, zip-zap, la marge, elle était de 92 160. Divisé par 150, je n'ai pas retenu, 153 200. Bon, mon taux de marge, hop, il est de, alors je crois que quelqu'un avait calculé, 60%. 153 600, oui, je vais vérifier, vous avez certainement raison. Bien joué, merci. Hop. Voilà. Donc mon taux de marge est de 60%. Donc si je reprends ma formule initiale, le seuil de rentabilité, par conséquent, le seuil de rentabilité, il est égal à 80 000
divisé par 60%, soit divisé par 0,6, c'est la même chose. Mon seuil de rentabilité, il est à 133 333 euros. Bon, on pourrait mettre les 33, d'accord. Ça, c'est mon seuil de rentabilité. Si je fais 133 333 euros, ben, j'aurai zéro de bénéfice. Si je fais moins de 133 000, j'aurai des pertes. Si je fais plus, j'aurai du bénéfice. Je peux le vérifier. Hein. Ici, j'ai fait 153 000, j'ai eu des bénéfices. Donc, a priori, mon calcul, il semblerait plutôt bon, puisque 153 000, c'est bien au-dessus de 133 000. Ok, on sait que pour être à zéro, il faut 133 000 euros de chiffre d'affaires. On a répondu ici voilà. Ça, j'ai bien répondu à ma question. Hop. Voilà, pas de problème. Si on revient au sujet, j'ai bien complété le tableau. J'ai fait le calcul et le seuil de rentabilité. Pas de problème. Maintenant, préciser le nombre de passages en caisse par semaine auquel il correspond. Donc ça, c'est pour une année. Hein. On a calculé ici, ça c'est pour une année. Le seuil de rentabilité, il est, lui, annuel. Ça, c'est annuel. Alors, si vous voulez bien, je vais repartir d'une autre feuille. Hop, je prends ça. Je vais faire un petit copier-coller pour être clair. Voilà. Ça, c'est un seuil de rentabilité annuel. En sachant que c'est un seuil de rentabilité qu'il faudra effectuer, donc à effectuer sur 48 semaines, puisqu'on est ouvert 48 semaines. Donc, évidemment, si je calcule mon seuil de rentabilité à la semaine, donc ici, ça veut dire que mon SR par semaine, il est de 133 333 divisé par 48. Là, jusqu'à là, rien de très compliqué. D'accord. S'il faut faire 133 000 sur une année et qu'on est ouvert 48 semaines, pour calculer, pour savoir combien il faut faire par semaine, je le divise simplement par 48 semaines. 133 333 divisé par 48 semaines, ça veut dire qu'il faut faire 2777 à la semaine. « 2777 par semaine. Est-ce que je vous ai toujours tous là? Tout le monde suit, surtout on est en phase de révision. Hein. Donc dès qu'il y a un problème, moi je suis là pour vous. D'accord. Je suis là pour vous aider à comprendre en réexpliquant. Si quelqu'un n'a pas compris, il me dit stop monsieur, au secours, je suis perdu. Et je recommence. Ça ne me dérange pas de recommencer 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ce n'est pas un problème. Par contre, effectivement, je considérerais qu'à la fin de la séance, si personne ne me pose de questions, c'est que tout va bien pour tout le monde. Donc, si je dois faire 2777 euros par semaine, et qu'à chaque fois qu'une personne passe, c'est ce qu'on nous dit, le panier moyen, quand on nous parle de panier moyen, cette donnée-là, le panier moyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne passe, elle dépense 40 euros en moyenne. Simplement, on a pris le chiffre d'affaires d'une journée, on a
divisé par le nombre de clients qui sont passés en caisse, puis on a dit, bah voilà, à peu près, à chaque fois qu'une personne passe, elle dépense 40 € de TTC. Donc c'est cette donnée-là qui va me servir à savoir, voilà, préciser le nombre de passages en caisse par semaine. C'est grâce à ça, grâce au panier moyen et au calcul que j'ai fait. D'accord. Donc je reprends la donnée. Si le panier moyen est de 40 € TTC. Je vais pouvoir donc faire ça divisé par le panier moyen pour trouver le nombre de passages, finalement. Combien faut-il qu'il y ait de clients par semaine, clients qui achètent. Sauf qu'ici, et vous l'avez bien souligné Anaïs tout à l'heure, sauf qu'ici, on nous donne un montant TTC. Et c'est là où il y avait le piège. L'exercice n'était pas très compliqué à part ce piège. Et comme je vous l'ai dit, et je vais le remettre ici pour que je sois bien mis dans toutes les têtes, en rouge, attention. Attention, dans un compte de résultats différentiels, attention, tous les montants sont hors taxe. Tous les montants qui se calculent quand on fait du calcul de rentabilité, vous devez toujours travailler en hors taxe. Et ici, bien sûr, on vient vous donner un montant TTC pour vous faire un piège, alors un piège énorme. Alors malheureusement, 80% des étudiants sont tombés dans le piège. Quand ils sont arrivés par miracle jusqu'à 2777, ils ont divisé ça par 40 €. Et puis, ils ont dit, voilà notre réponse. Et malheureusement, c'est faux. D'autres ont bien vu le piège, ont dit, ah zut, comment faut-il faire pour passer du TTC hors taxe? Non, vous vous trompez sur la formule, Anaïs. Ça va nous permettre de la revoir. Hein. Vous vous trompez aussi sur la formule Maxime. Vous êtes plus près, mais vous vous trompez parce que, attention, bien joué Vincent. Voilà pourquoi vous vous êtes trompé Maxime, parce que vous avez pris un taux à 20. Or ici, dans le sujet, il était précisé qu'il y avait un taux à 5,5. Deuxième petit piège, d'accord. Il fallait bien savoir comment passer d'un hors-taxe d'un TTC à un hors-taxe. Donc, je vais vous mettre les 2-3 formules qu'il faut absolument connaître en matière de TVA. Elles vont vous servir, elles vous servent déjà un peu cette année, elles vont surtout aussi vous servir l'année prochaine. Donc, notamment, on va aborder les premiers thèmes sur les budgets, où là, on joue avec des problématiques de TVA à gogo. Hein, d'accord. Alors, je vous dis que le hors-taxe fois le taux de TVA égale le montant de TVA. Pour l'instant, cette formule, elle ne nous intéresse pas, mais je préfère vous donner toutes les formules, les 3 formules qui concernent la TVA. D'accord. Vous les apprenez. Normalement, vous devez les savoir puisqu'on en avait déjà un petit peu discuté. Le hors-taxe fois 1 plus le taux de TVA est égal au TTC. Et dernière formule qu'il faut connaître, le TTC moins le hors-taxe est égal au montant de TVA. Si vous connaissez ces 3 formules magiques et que vous avez bien suivi votre prof de maths en 3e et que donc vous savez faire des équations à une inconnue, vous savez tout faire. C'est pas ça que je voulais un carré. Et je vous propose à chaque fois de mettre un exemple. D'accord. Donc à chaque fois, je connais les 2 premiers inconnus, je ne connais pas la 3e. Donc imaginons que 25 € avec un taux de TVA, donc 25 € hors taxe, avec un taux de TVA
à 20%, ça veut dire que j'aurai un montant de TVA de 5 euros. « 25 euros hors taxe fois 1,2, 1 plus 20%, donc 1,2, est égal à 25 euros. Soit le montant TTC. Ça, c'est le montant de TVA, ça, c'est le montant TTC. Ensuite, 25 euros moins 20 euros égale 5 euros, le montant de TVA. À partir de cette formule-là, la deuxième, on sait passer, grâce à cette formule-là, si hors taxe, merci de corriger mes erreurs, Maxime. Parce que si 25 fois 1,2 était quelque chose, je crois que j'étais parti sur 20 euros dans ma tête. Si 25 fois 1,2 est égal à 25, il y a un problème. Hein. Merci. Donc si le hors taxe fois 1 plus le taux est égal au TTC, alors le TTC divisé par 1 plus le taux est égal au hors taxe. J'ai simplement fait basculer d'un côté et de l'autre de mon égalité les différentes données. Donc, ce qui veut dire que dans mon cas présent, donc, pour trouver le hors taxe de 40 euros, j'ai donc fait 40 divisé par 1 plus 5,5% est égal au hors taxe. « 40 divisé par 1,055 est égal à 37,91. Donc 40 euros hors taxe, c'est 37,91 euros. 40 euros, pardon, TTC, c'est 37,91. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour ces calculs de TVA? Si vous retenez ces trois formules-là, ensuite, en basculant mon hors taxe d'un côté et mon TTC de l'autre, je retrouve facilement les trois données. Donc, ce qui voulait dire que mon seuil de rentabilité ici de 2777 euros par semaine, pour trouver le nombre de paniers, le nombre de passages en caisse, il fallait que je le divise par 37,91. Donc, le nombre de passages, pour le nombre de passages en caisse par semaine pour atteindre le seuil de rentabilité. « 2777 divisé par le montant hors taxe que j'ai calculé tout à l'heure, par 37,91, égale « 73,25 ». On va retenir 74 passages.
voilà ici la réponse complète concernant le seuil de rentabilité qui était de 133 000 euros, ce qui correspond à 74 passages en caisse par semaine. Si on est en dessous de ces 74 passages en caisse avec un panier moyen de 40 euros TTC, je serai en dessous de mon seuil de rentabilité annuel et obligatoirement, je ferai des pertes. Donc, compléter, nous l'avons fait. Nous avons calculé le seuil de rentabilité en euros, 133 333. On a précisé le nombre de passages en caisse par semaine, auquel ce fameux chiffre correspondait, en divisant d'abord par 48 pour trouver le chiffre d'affaires à réaliser sur une semaine. On a trouvé nos 1333, je crois, qu'on a divisé par le panier moyen, hors taxe, et on a trouvé, hop, tac, 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 qu'il fallait 74 passages en caisse en moyenne par semaine pour pouvoir réaliser et atteindre le chiffre d'affaires qui était nécessaire. Commenter les résultats obtenus, ben voilà, le commentaire il se fait en disant voilà, si Madame Moret dans son projet peut atteindre le chiffre d'affaires qu'elle a prévu, c'est-à-dire les 3200, elle sera donc au-dessus de son chiffre d'affaires critique, son seuil de rentabilité. Par conséquent, elle va réaliser du bénéfice. Si elle devait être en dessous d'une limite de, et on reprend les chiffres que l'on a calculés, alors le projet est moins viable puisqu'elle va générer des pertes. Et ce chiffre correspond à X passages en caisse. Voilà le commentaire qu'on pouvait en avoir, en précisant bien que comme elle est au-dessus du seuil de rentabilité, alors elle est dans sa zone de bénéfice. Si elle devait tomber en dessous du seuil de rentabilité, que vous avez établi de façon annuelle et même hebdomadaire, alors elle va générer des pertes. Et là, effectivement, il faudra peut-être remettre en question le projet. Y a-t-il des questions sur ça? Tout le monde est OK? Tout le monde a tout compris? Ben, c'est super alors. Bon, si vous tombez à ça, votre examen blanc, vous êtes les rois du pétrole. Hein. Ça marche. Alors, je vais donc fermer cela. Voilà. Heureusement qu'on l'a enlevé. Bah, c'est le principe hein, des révisions. Voilà, il faudra le retravailler hein, malgré tout. Je n'ai pas encore fait de petits rappels sur la méthodologie de travail pour préparer votre examen blanc. D'accord mais prévoyez-vous un minimum de 20 heures de révision pour ma matière. C'est le minimum. J'aurai l'occasion de vous rappeler ça. Hein, d'accord à l'examen, il faut 20 heures de révision. 20 heures, ce n'est pas grand-chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a beaucoup de matière. Oui, je sais bien, mais c'est quand même un examen. C'est quand même un BTS. Je vous rappelle aussi que le BTS diététique, on a dû peut-être vous le dire, si on ne l'a pas dit, ben, excusez-moi de... je ne veux pas vous faire peur. C'est tout à fait accessible. D'accord je parle que de ma matière. Je ne connais pas du tout le contenu des autres matières. Je ne suis pas prof de connaissance des aliments ou de cuisine ou autre. Je parle que de la matière éco-gestion, qui est quand même un coefficient aussi important que la biochimie. Donc, vous voyez à peu près, voilà, c'est pas la petite matière qu'on peut laisser tomber, je ne vais pas dire comme l'anglais, mais il me semble que l'anglais a un moins fort coefficient. Malgré tout, vous travaillez toutes les matières. Hein. Je ne suis pas là du tout pour vous dire faites l'impasse sur ça ou faites l'impasse sur ça. Mais en première année, ça demande 20 heures. En deuxième année, ça demandera 40 heures. 40 heures, ce n'est pas grand-chose, c'est une semaine de révision. D'accord vous allez avoir le temps pour ça. Et ces 20 heures de révision, elles ne peuvent pas se faire 3 jours avant. C'est une évidence. Ça doit être 20 heures sur 15 jours. Donc 20 heures sur 15 jours, ça demande 1 heure à 1 heure et demie de travail par jour. Je pense que c'est largement faisable. Maintenant, si vous sortez d'une formation en éco-gestion et que vous avez déjà un BTS ou même une licence dans cette matière, je vous dirais en 10 heures, c'est calé. Mais ce qui n'est pas le cas. Si vous avez pas mal bien travaillé au courant de l'année, les 20 heures suffiront. Si malheureusement, tout au long de l'année, vous n'avez pas refait vos exercices régulièrement,
il faudra beaucoup plus. Mais je vous certifie que si vous travaillez moins de 20 heures, vous n'aurez pas la moyenne. C'est une évidence. Sûr. C'est sûr. Il y a quand même, c'est costaud. Hein. Entre la partie droit qui est un peu plus du par cœur, plus la partie un peu plus chiffrée, où il faut il faut remuer un petit peu plus ces neurones, ça reste une épreuve quand même qui est relativement costaud, mais qui est largement faisable. Largement faisable. Mais il faut arriver préparé. Il faut arriver préparé, il faut savoir faire un seuil de rentabilité rapidement, il faut savoir faire un tableau des coûts complet, il faut savoir, et ça, il faut en avoir fait des dizaines. Donc, il faut répéter, recommencer, faire des fiches de révision et ne pas hésiter à solliciter votre enseignant. Hein, je suis là pour ça. Notamment, alors je réponds un peu moins en dehors des cours parce que je considère que les cours c'est fait aussi pour me poser des questions. Donc c'est vrai que je suis un petit peu plus, c'est un peu plus compliqué de me joindre par mail en dehors des cours parce que voilà, je me dis, les cours sont faits aussi pour qu'on discute. Hein. Il n'y a pas que moi qui dois intervenir dans les cours. Et que voilà, moi aussi en dehors des cours, j'ai une activité et que j'ai pas toujours le temps de prendre soin, de répondre à chaque mail, etc. J'ai 100 étudiants en première année, 100, enfin non, un peu plus en première année, je crois 120 en première année, 100 en deuxième année. Il faut absolument, si vous avez des questions à poser ou si vous avez des problématiques à soulever, le faire pendant les cours. Donc, pour cela, je vous conseille aussi, dès maintenant, de commencer à vous faire des fiches de révision en vue de votre examen blanc qui aura lieu dans un mois et qui sera relativement important pour vous, parce que ce sera vraiment le test. Vous avez une mauvaise note, vous avez une mauvaise note, mais ça permet de vous situer. L'examen, c'est pas maintenant, hein. L'examen, c'est l'année prochaine, mais ne prenez pas avec trop de distance l'examen blanc qui va avoir lieu. L'examen, ne le prenez pas trop par-dessus la tête ou à la légère. C'est vraiment un test de référence. Vous en aurez 2 autres l'année prochaine. Vous en avez un cette année, c'est un test de référence. Vous bossez que 5 heures, vous bossez que 5 heures. Je parle que de ma matière, encore une fois. Hein. Vous bossez que 5 heures, vous bossez que 5 heures. C'est votre souci, vous êtes adulte, c'est votre problème. Vous avez 7, vous dites, voilà, en bossant 5 heures, j'ai eu 7. Ça veut dire qu'en bossant 10 heures ou 15 heures, j'aurais certainement eu 11, 12, 13. D'accord. Et que je sais ce que je vaux. Vous bossez 20 heures, vous avez 9, vous dites, c'est pas une matière facile pour moi. Bon. Peut-être que vous n'allez pas viser le 13, 14, 15 à l'examen. Vous viserez peut-être 10. Mais il faudra viser 10. Parce que il serait. Et là, vraiment, je me mets à votre place. Je sais que ce n'est pas la matière que vous allez le plus utiliser dans votre activité professionnelle. Je le sais. J'ai beaucoup de collègues diététiciennes qui me posent des questions. Je leur dis ça, vous avez vu ça en cours d'éco-gestion quand vous avez fait vos études, normalement. Et aujourd'hui, ça leur serait bien pratique, mais elles l'ont bien oublié parce que ce n'est pas dans une habitude de travail. Mais ça serait dommage de rater son diplôme parce que vous avez eu un 3 en éco-gestion. C'est moi ce que je me dis. Vous seriez certainement une super diététicienne parce que vous avez des bonnes notes ailleurs, ou des notes moyennes, mais satisfaisantes malgré tout ailleurs. Et malheureusement, à cause de l'éco-gestion, vous devez repasser votre diplôme ou vous devez repasser la matière. C'est un peu bête. C'est un peu bête. Même si ce n'est pas votre tasse de thé, essayez vraiment de limiter la casse. 8, 9, 10. Pas prendre un 2 ou un 3 parce qu'un 2 ou 3, coefficient 2, c'est la mort. Alors, Anaï me dit, après, je pense que le fait d'avoir cette matière à distance ajoute une difficulté certaine. Je ne sais pas pour les autres, mais perso, ma concentration est de moins bonne qualité à distance. Je vous rejoins tout à fait, Anaï. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les cours à distance ne sont pas forcément super pour cette matière. Je le sais. Ce que moi, je regrette, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes de moins en moins nombreux
tant mieux pour ceux qui restent, tant pis pour ceux qui n'assistent plus au cours et qui pensent que le replay peut tout faire. Mais oui, oui, non, mais je me doute que pour d'autres matières, ça doit être aussi compliqué. Alors, je ne sais pas du tout, j'avouerai honnêtement qu'aussi, pour moi, la difficulté, c'est de ne plus avoir beaucoup de contact avec mes collègues. Alors, autant avant, j'en avais encore beaucoup, euh, j'avoue, mais je ne sais pas du tout. Malheureusement, j'ai su que ça se faisait cette année en distanciel assez tardivement. Je ne sais pas du tout, je n'ai aucune information. Je me suis aussi rapproché de mon campus pour savoir si, ils avaient une idée de comment seraient faits les cours l'année prochaine. On ne sait pas. Donc, je ne peux pas du tout vous donner l'information. Je pense qu'un mix serait bien. Parce que si on veut, si on voulait garder je pense que par exemple 2 heures, 1 heure, ce serait bien. Parce que ça permettrait, mais après ça va être compliqué, enfin je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça peut être organisé, est-ce que ça va être gardé en distanciel. On verra les résultats aussi qu'auront les deuxièmes années, hein. Et j'imagine que, et j'espère pour eux, j'espère, et je ferai tout ce qui est possible pour que ce soit de très bons résultats. On peut très bien imaginer que si les résultats sont super bons, la formule reste. On ne sait pas. Très honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Alors, après ces quelques mots, je vais juste vous demander, normalement il est libéré, hop, je vais vérifier avec vous. Dans votre cours, alors normalement on aurait dû le commencer aujourd'hui, mais je n'ai pas voulu le commencer, ça ne servait pas à grand chose de commencer un chapitre de révision pour 10 minutes. Je vais juste vous lancer dessus, vous expliquer ce que j'attends de vous. Vérifiez d'abord qu'il vous est bien accessible. Tellement court que... Voilà. Voilà. Normalement, vous avez un cours qui est en date du 13-3. Je vais changer la date. C'est le dernier cours. Hein. Modifier. Hop. Je vais le changer hop, au 13-4. Vous avez un cours au 13-4, si vous voulez bien vous rendre dessus. Normalement, hop, voilà, il vous est accessible. Voilà, je vois Vincent, Maxime, Magdeline, voilà, tac, 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 tout cela, c'est bon, vous avez vu le cours. Vous avez un fichier, d'accord, qui est un fichier Excel et sur lequel il y a les annales des années 2012 et 2013. Vous avez le sujet, vous avez une feuille de correction. Il faut savoir que pour l'année 2012, comme je l'ai indiqué dans la feuille de correction un peu plus haut, aucun tableau n'était fourni. Donc les tableaux que je vous ai préparés, normalement, vous auriez dû les pondre tout seul. Ensuite, par contre, je pense que le sujet là était dur. Ils ont fait un sujet en 2013, toujours sur les coûts complets, puisque c'est le sujet qu'on va aborder lors de notre prochaine séance. Ils ont fait un sujet, et là, par contre, les tableaux tels que vous les avez, avec une petite partie qui était déjà pré-remplie, étaient fournis dans les annexes. Donc, c'est plus simple. C'est plus simple parce que vous avez déjà la structure, et pour ceux qui auraient un peu oublié la structure, ça permet de se la remettre en tête. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer, bien sûr, j'en ferai la correction, mais d'essayer de faire au moins l'un des deux. Peut-être le deuxième est un peu plus facile, un peu
un peu plus facile, il y a une notion de stock en plus. Ou le premier, vous voyez comme vous faites les deux, hein, d'accord. Vous essayez de faire ces sujets qui étaient présentés en 2012 et en 2013 pour la prochaine fois, comme ça permettra de les corriger, et ça vous permettra de savoir est-ce que vous êtes plutôt bon ou est-ce que vous êtes plutôt moyen sur cette partie-là. D'accord. Et moi, j'utiliserai la même feuille pour faire le corriger. Tout le monde, tout le monde a vu les sujets, d'accord? Il n'y a pas de piège. Alors, pour le premier sujet, pour celui de 2012, il ne faut pas répondre à la première question, parce qu'elle est hors programme. Elle n'est plus à votre programme. C'était rédiger la formule permettant le calcul de la cellule D8. Aujourd'hui, il n'y a plus d'informatique à votre programme et de bureautique Excel. Donc, la première question. Alors, non, mais pas de souci. C'est dans le cours qui s'appelle 13-04-2021, révision les coûts complets de province. Je pense que ça doit être le dernier sur votre liste, parce que moi, c'est le dernier que j'ai rajouté. Alors, a priori, Maëva vous a donné un lien, ça marche. Donc là-dessus, vous récupérez votre fichier Excel et il y a les sujets. 2012 avec une feuille de correction, comme je l'ai dit, et 2013 avec une feuille de correction. Donc, je vous disais que la première question du sujet de 2012, il ne faut pas la traiter. Que je peux déjà vous dire que normalement, votre résultat final, vous devriez arriver pour l'année 2012 à 1,95 € par portion. Vous pouvez vous le marquer dans un petit coin. Donc, vous saurez au moins si vous êtes sur la bonne piste. Voilà pour tout ça. Et comme ça, on corrigera ces deux sujets lors de notre prochaine séance. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions? Bon, on va terminer là notre séance d'aujourd'hui. Alors, je crois qu'on se revoit jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Vendredi? Alors, c'est vendredi matin ou vendredi soir? Vendredi matin, de bonne heure, parfait, merveilleux. On sera frais et dispo. Bon, allez, je compte sur vous pour travailler un peu ce truc-là avec les croissants, si vous voulez. Pour moi, ce sera un petit café aussi. Je compte sur vous pour travailler sur ce thème-là, et puis je fais le corriger donc vendredi matin, dès 8h30. Ça marche? Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à vendredi alors. Ciao à tous.